Bon, la section que vous attendez tous, et je sais que vous êtes venus pour ça, l'eau chaude. Donc, avant de montrer comment je fais, un petit peu de, un petit peu d'informations sur comment ça se passe l'eau chaude au niveau du contacteur jour-nuit, heure pleine, heure creuse. Alors, euh, la plupart des maisons ont un contacteur jour-nuit qui a trois positions, une position haut, une position auto et une position I. Donc je vais aller vous montrer à quoi ça représente en vrai dans le tableau. C'est important parce que ce contacteur est utilisé dans la gestion de l'eau chaude. Donc le contacteur qui est utilisé pour le chauffe-eau de la maison, il est complètement là tout à fait à droite. Vous voyez, il y a bien la I, auto, O, c'est le truc 25 ampères. Alors faites attention, il y en a un qui est là, qui est dans le rangée d'au-dessous. Hein, donc le contacteur utilisé, il est tout à fait en haut à droite. Il y en a un qui est là, qui est plus connecté à rien. En fait, il était connecté au chauffe-eau qui était à l'étage dans les WC, mais qui a été démonté il y a des années. Donc celui-là, il faut que je l'enlève. Je pense qu'il est plus connecté à rien. Donc il sert à rien. Donc je parle bien de celui qui est là-haut. Contacteur jour-nuit, comment ça marche? En mode auto, quand il est en mode auto, il va alimenter le circuit pendant les heures creuses. Donc normalement, dans les maisons qui n'ont pas vraiment de domotique, le circuit, c'est juste la résistance du chauffe-eau. Donc par exemple, c'est ce qui se passe dans le gîte. Hein. Dans le gîte, vous allez dans le gîte, vous avez également un contacteur jour-nuit, et ce qui est alimenté par ce contacteur jour-nuit, c'est la résistance du chauffe-eau du gîte. Donc ça chauffe pendant les heures creuses, et ça arrête de chauffer pendant les heures pleines. Alors les heures creuses, heures pleines, c'est pas nous qui décidons, c'est Enedis qui décide. Hein. Si vous regardez sur votre facture, vous verrez la définition heure creuse, heure pleine. Il y a 8 heures d'heures creuses et ici, avec mon abonnement, les heures creuses, c'est de 23h à 7h. Donc de 11h du soir à 7h du matin. L'idée, c'est de chauffer le ballon d'eau chaude la nuit avec, de façon à ce que l'eau chaude soit disponible le matin quand on se lève. Alors suivant l'abonnement que vous avez, vous pouvez opter pour une option où on paye moins cher les heures creuses que les heures pleines. Donc l'abonnement coûte un peu plus cher. Par contre, la facturation des kilowattheures heure creuse est moins chère que les kilowattheures heure pleine. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. C'est ce qui permet en particulier de charger la bagnole la nuit avec un tarif un peu moins cher qu'en pleine journée. Donc pour vous donner une ordre de grandeur, je crois que une heure creuse, ça coûte à peu près 20 centimes du kilowattheure, et une heure pleine, ça coûte à peu près 25 centimes du kilowattheure. Ça, c'est en 2024, hein, donc ça peut peut-être augmenter, mais vous voyez, il y a entre 20 et 25, donc il y a, il y a une petite différence de tarification. Ça, c'était le mode auto, c'est automatique, c'est-à-dire que ça chauffe pendant les heures creuses. Si vous mettez le curseur, le truc vers le bas en haut, alors haut, ça veut dire fermé en fait. Hein. Donc là, le chauffe-eau ne chauffe jamais. Et la position que tout le monde adore, hein, que Lily adore, que Claire adore, c'est la position vers le haut en mode I. Donc là, c'est la mode dite marche forcée. Donc si on met le curseur en mode I, et ben quand le chauffe-eau va chauffer tout de suite, c'est ce qui permet de chauffer de l'eau chaude, d'avoir de l'eau chaude hors période heure creuse, et il va chauffer jusqu'à la prochaine basculement heure pleine, heure creuse. Donc il va chauffer, si vous le mettez en I à 8h du soir, il va commencer à chauffer à 8h, mais de toute façon il s'arrêtera à 7h du matin le lendemain. Donc le contacteur ne reste jamais en position I bloquée. Si vous le mettez en position I, il va chauffer, mais il va se remettre en position auto au prochain cycle. Si vous le mettez en position I à 8h du soir, il va chauffer. Il est très probable que le chauffe-eau va s'arrêter de chauffer avant 7h du matin le lendemain, à part s'il est complètement froid, parce que au bout d'un moment, l'eau dans le ballon sera suffisamment chaude et la résistance s'arrêtera de chauffer avec le thermostat du chauffe-eau. Donc ça, c'est ce qui se passe dans une maison normale sans domotique particulière, et c'est ce qui se passe dans le gîte. Alors, pour faire les choses bien, allons voir dans le gîte. Alors, dans le gîte, il y a Camille qui travaille.
Et le contacteur, il est tout à fait au bout là-bas. Là, vous voyez, là, il est en mode 0. Parce que là, il n'y a personne qui prend des jeux dans le gîte. Là, il est en mode auto. Et là, il est en mode marche forcée. Alors moi, ce que j'ai dans la maison, c'est un peu plus compliqué. Non, pardon, c'est un peu mieux. C'est que le contacteur, il est connecté à un relais intelligent qui lui-même pilote la résistance du chauffe-eau, la résistance du chauffe-eau. Alors je parle bien, encore une fois, du chauffe-eau de la maison, hein. Le chauffe-eau du gîte, on l'a vu, c'est bêtement comme ça. Et si je parle de la maison, je parle de ça. Donc ce relais, en fait, c'est un relais qui est connecté au Wi-Fi, donc ça permet de piloter la résistance du chauffe-eau de façon très intelligente. Ce relais, il peut être, c'est un relais qui peut être piloté soit par un bouton physique, alors on verra tout ça, mais il y a un bouton physique connecté au relais, je vais vous montrer, qui permet d'alimenter la résistance ou de la fermer. Il peut être également piloté depuis des applications smartphone ou Mac PC. Il peut être piloté depuis des boutons intelligents, tels que celui-là, je vais vous le montrer. Et il peut être également piloté, c'est peut-être la solution la plus simple, par un joli panneau que je vais vous montrer. Mais globalement, il est piloté par des devices qui sont connectés au Wi-Fi et qui envoient des ordres au relais à travers le Wi-Fi, ou avec un bouton physique qui est associé au relais, juste à côté. La vidéo qui suit, il y aura pas mal d'explications, enfin de démos sur comment utiliser le chauffe-eau, enfin c'est assez simple, hein. Par contre, je voulais dire que depuis que j'ai tourné la vidéo, j'ai également fait, alors je vais vous montrer, toute une série de fiches. Donc c'est des fiches qui sont plastifiées, hein, qui sont disponibles à Méo, donc c'est un petit pense-bête assez graphique sur qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça concerne mettre l'eau chaude en marche forcée. Il y aura aussi programmer l'eau chaude pour qu'il chauffe la nuit, des choses comme ça. Donc j'y reviendrai au fur et à mesure, mais pas de panique. En fait, il y a moult fiches qui sont habilement d'ailleurs laminées plastique, donc qui sont disponibles. Donc naturellement, pour que ce relais soit pilotable, il faut qu'il soit alimenté. Donc l'alimentation 220, elle n'est pas uniquement utilisée pour faire chauffer le chauffe-eau, elle est également utilisée pour alimenter l'électronique du relais Wi-Fi lui-même, pour démarrer le Wi-Fi, ainsi de suite. Donc la première truc qu'il faut comprendre, c'est que pour que ce relais soit pilotable, il faut qu'il soit alimenté. Et donc si vous vous souvenez de ce qu'on a raconté à propos du contacteur aujourd'hui, ce relais, il est alimenté par le contacteur jour-nuit, donc si c'est pas en heure creuse, il n'est pas alimenté. Donc hors heure creuse, pour l'instant, alors je parle bien de la situation en 2024, avec le câblage que j'ai, si on veut opérer ce relais, il faut l'alimenter. Et ben, si on n'est pas en heure creuse, et ben, il faut l'alimenter à la main. C'est-à-dire qu'il faut aller dans le panneau général de la maison et basculer le truc en mode auto, en mode I, en marche forcée. Alors ce mode marche forcée, ça ne va pas forcément démarrer la résistance, ça va juste faire en sorte que le relais est alimenté, que le truc va se connecter au Wi-Fi et on va pouvoir le configurer par le Wi-Fi comme ça. Un jour, à terme, quand j'aurai le temps, je virerai le contacteur jour-nuit et le relais sera tout le temps alimenté, donc il sera tout le temps connecté au Wi-Fi, de façon à ce qu'on n'ait pas à faire cette manip d'aller dans le panneau, trépatouiller le panneau central de la maison pour alimenter le relais quand il est hors heure creuse, un jour. Mais je ne l'ai pas encore fait, donc en 2024, on est comme ça. Donc le relais hors heure creuse n'est pas alimenté. Alors comment on sait qu'il n'est pas alimenté? Déjà, soit on me fait confiance, et déjà on regarde sa montre, donc là en ce moment on n'est pas en heure creuse. Donc une façon simple il y a deux façons simples de se rendre compte que le relais n'est pas alimenté. C'est déjà, j'aurais peut-être dû le faire dès le début, c'est aller vous montrer où est le relais physiquement. Donc il est dans le camion, près du chauffe-eau naturellement. Et c'est le truc là, le truc rouge là.
Donc si vous voyez là, il n'y a aucune... ce truc-là, il y a aucune LED qui est allumée. Donc c'est déjà la bonne preuve que le relais n'est pas alimenté parce qu'on n'est pas on est en heure creuse. Donc là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'aurez jamais allumé la résistance du chauffe-eau. Se rendre compte que le relais n'est pas alimenté, c'est d'aller là et de regarder en bas, water, offline. Donc, water, comme water closet. Donc offline, ça veut dire que le relais n'est pas alimenté. Donc pour ce qui est-ce qui a suivi dans l'affaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour alimenter le relais aujourd'hui? Ben, c'est simple, c'est d'aller là et de basculer lui en mode ici. Donc si je retourne, stabilisation. Je retourne là-haut. J'ai deux loupiottes. La première loupiote rouge dit que le relais est alimenté physiquement. Et le deuxième, qu'il s'est connecté au Wi-Fi. On a la confirmation que ben là, il est plus offline le truc. Et 0 watts, ça veut dire que la résistance est... Le relais tire pas de puissance, la résistance n'est pas alimentée. Donc là, il n'y a rien qui chauffe à 0 watts. Hein. Mais au moins, on peut l'alimenter si on veut. C'est-à-dire qu'on peut mettre en marche la résistance. Ce que j'ai oublié de... Ouais, j'aurais peut-être dû commencer par là, d'ailleurs. Pourquoi j'ai mis un relais et je ne connecte pas bêtement, comme dans le gîte, comme ça, bêtement, comme ce que tout le monde fait, piloter le chauffe-eau avec le contacteur. Pourquoi j'ai mis un relais avec toute cette pataquès d'électronique et tout? Parce que je veux être capable de pas... Alors premièrement, je veux ne pas chauffer pendant la nuit, être capable de ne pas chauffer pendant la nuit. Si on n'est pas là pendant une semaine, ça sert à rien de chauffer l'eau pendant la nuit et puis le truc va vaguement se refroidir le lendemain, il va rechauffer, il va refroidir alors que personne n'a besoin d'eau chaude. Donc premièrement, je veux être capable de ne pas chauffer pendant la nuit. Deuxièmement, je veux être capable aussi de chauffer à l'électricité pendant le jour. Par exemple, utiliser du surplus solaire pour chauffer le chauffe-eau pendant le jour. Alors, dans mon cas, c'est un peu, je dirais, heureusement / malheureusement, moi mon chauffe-eau est déjà solaire. Vous savez l'eau chaude est chauffée par les capteurs, c'est un solaire thermique, hein, donc il est chauffé directement avec les capteurs qui sont sur le toit. C'est pas de l'électricité, c'est juste de la chaleur qui vient directement des capteurs du toit qui chauffent l'eau. Donc, je dirais, mon chauffe-eau, quand il y a du soleil, il chauffe, un peu par définition. Mais bon, je voulais être capable aussi de pouvoir mettre un petit peu d'électricité dans le chauffe-eau pendant le jour avec du surplus solaire. Donc ça, c'est pas possible tant que les heures creuses sont la nuit. Donc c'est pour ça que j'ai... et puis troisièmement, parce que c'est quand même cool d'avoir ce relais avec toutes ces interfaces de programmation. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette intelligence au milieu entre le contacteur jour-nuit et la résistance. De toute façon, à terme, il n'y aura plus de contacteur jour-nuit et ben, le pilotage de la résistance du chauffe-eau se fera entièrement par la programmation du relais. Première méthode, enfin c'est peut-être la meilleure, mais celle-là c'est la méthode la plus robuste d'alimenter la résistance du relais pour faire chauffer l'eau, c'est utiliser le bouton physique. C'est le mode survivaliste, le mode toutes ces histoires de Wi-Fi, d'internet, je pense que c'est qu'une mode, ça va passer. Donc là, vous voyez, si j'appuie sur on, vous voyez, il y a une loupiote qui vient de s'allumer. La troisième loupiote, là ça veut dire que la résistance chauffe. Off. On. On peut jouer comme ça, mais finalement ce jeu n'est pas très intéressant. On s'aperçoit que il y a 1800 watts hein, qui sont en train d'aller dans la résistance. La résistance fait à peu près 1900 watts, 2000 watts. Donc là, c'est bien aussi une indication que le chauffe-eau est en train de chauffer. By the way, j'ai pas appuyé sur ce bouton-là. Le simple fait d'appuyer sur le bouton physique fait en sorte que ce bouton-là, il s'est mis à jour automatiquement.
Tellement un bouton intelligent, je dirais, c'est ce truc-là, hein, ce boîtier qui doit être donc connecté au jus. Donc c'est là, derrière à l'intérieur de cette petite boîte, il y a un dispositif Wi-Fi. Donc on peut appuyer sur On aussi. Donc c'est l'équivalent d'appuyer sur le bouton à côté du relais ou d'appuyer sur le bouton virtuel sur le panel. Alors ces trois méthodes, hein, le bouton physique, celui-là et le panel, ils sont, je dirais, indépendants, c'est-à-dire qu'on peut rien n'empêche d'allumer avec une méthode et d'éteindre avec l'autre, et puis de faire la course, hein. Typiquement, bah, par exemple, Claire va mettre en route la résistance à travers avec le bouton physique parce qu'elle est sûre, elle va être sûre qu'il y a de l'eau chaude. Et moi, j'arrive subrepticement avec mon bouton, clac, et je le ferme. Ça marche. Donc, enfin, ça marche. Le relais, il exécute les commandes les unes après les autres. Et voilà. Par exemple, là, j'ai allumé la résistance avec le bouton physique, mais je l'éteins là. Donc là, le fait qu'il est plus en surbrillance montre qu'il est éteint. Alors ça met un petit peu de temps, mais normalement on va bientôt voir voilà, c'est passé à 0 watts. Ça met un petit peu de temps, mais ça veut dire que le résistance ne chauffe plus. Alimenté avec donc là j'ai bien la résistance qui ne chauffe plus, j'ai plus la LED rouge. Par contre, si je veux le réalimenter là, il faut que je le refasse un cycle. Donc le bouton en fait il est actif sur la transition, il n'est pas actif sur l'état. Si je l'allume avec cette boîte là, voilà. Pour l'instant c'est le bouton à droite, hein, celui qui est marqué on en bleu. Le bouton scène rouge, on en parlera plus tard. Et là j'espère que tout va bien, il est alimenté. Et là, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Non, il se passe rien. Ah bah si, ouais. Du coup, là, j'ai pu l'éteindre là. Et si je voulais le rééteindre, le rallumer de l'autre côté, il faudrait que je refasse une transition. L'idée de ce petit bouton là, c'est probablement parce que je pouvais le faire. Puis deuxièmement, ça permet d'avoir, je dirais, une télécommande de secours au cas où le panel soit pas disponible, ou les gens n'aient pas confiance, ou alors de l'avoir dans la chambre et de pouvoir démarrer le chauffe-eau depuis un autre endroit que le panel et le gabion. Mais j'en connais qui voudront être absolument sûrs qu'il y a de l'eau chaude et qui viendront dans le gabion, même en plein hiver. Ça, j'en suis à peu près sûr. L'utilisation de marche forcée, ben, vous le mettez en I à 6 heures du soir quand il y a un vent de panique, est-ce qu'on a assez d'eau chaude? Vous êtes quand même censé l'arrêter à la main, le remettre en mode, auto, voire ouais, le mode auto. Je sais pas, si vous le mettez à 6 heures et vous voulez de l'eau chaude, ben, si vous mettez 2 heures, à 8 heures vous aurez de l'eau chaude, vous pouvez le remettre en mode auto. En mode auto, il va recommencer à chauffer à 11 heures et il va s'arrêter quand le ballon sera complètement chaud. Quand même, juste pour avoir des ordres de grandeur de coût, hein, ben, c'est important. Donc, la résistance, elle fait 2000 watts. Donc, si vous le mettez, une séance de chauffe de 8 heures, ben, ça fait 8 heures fois 2000 watts, ça fait 16 000 Wh. Ben, à 20 centimes du kilowattheure, donc c'est 16 kWh, à 20 centimes du kilowattheure, ça fait, donc c'est même pas 20 centimes, 20 centimes en heure creuse, ça fait un petit peu plus, je sais pas, à peu près 3,50 €, hein. Donc chauffer le chauffe-eau pendant 8 heures, c'est à peu près 3,50 €. Donc c'est une somme importante ou pas importante, ça dépend comment on voit les choses, mais voilà, c'est pas 2 centimes, hein, c'est de l'ordre de plusieurs euros pour chauffer le chauffe-eau. Si vous on compte prendre, je dirais, 4, 5 douches, le mettre en marche forcée à 6 heures et l'arrêter à 9 heures, c'est largement suffisant, hein, pour avoir 4-5 douches. C'est pas la peine de le faire chauffer toute la nuit.